Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hi, this is Ben Green from The Athletic FC. The podcast you're about to listen to is brought to you by Hotels.com. As a Hotels.com member, you save up to 20% on hundreds of thousands of hotels and earn rewards on every single stay, which means the trips you're taking now help pay for the ones you're already dreaming about. And unlike some other places, there are no blackout dates, so when you want to travel, your rewards are ready to go. So the next time you're planning a work trip or a getaway, make sure to book it at Hotels.com and start earning rewards. Hotels.com, it's all in the name. Salut à toutes, salut à tous. La 13e étape du Giro entre Alessandria et Verbania, 189 km. Seulement 1300 mètres de dénivelé. On se dit, ah, enfin les sprinteurs vont avoir leur jour. Bah oui, c'est plat pendant les 168 premiers kilomètres. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Par contre, et ben voilà, d'un seul coup, 15 km avant l'arrivée, on a deux petites côtes qui s'enchaînent. La côte de Bieno, 2 km 400 à 5,8%. Mais le problème pour les sprinteurs, ça sera celle d'Ungiasca, 4 km 700 à 7%, avec deux derniers kilomètres quasiment à 10% de moyenne. Et là, Magnier, Milan, Groenewegen, Van Hunden, Ackermann, ils vont tous lâcher. Probablement que même aussi, ça sera trop dur pour Louis Salard, pour Corbin Strong, pour Ben Turner, pour tous les sprinteurs qui savent grimper. Ça va être très compliqué de survivre cette ascension. Au sommet de celle-ci, il y aura une très rapide descente et puis 5 derniers kilomètres tout plat. Donc un scénario quand même assez incertain aujourd'hui. Est-ce qu'on va laisser une échappée partir et se disputer la victoire d'étape ? Est-ce que la Team Emirates de Jonathan Narvaez, la Lidl Trek de Giulio Ciccone, qui sont un petit peu les deux favoris du jour, vont vouloir gérer ou tenter d'aller eux-mêmes dans l'échappée ? Henrik Mas, Alberto Bettiol, Jan Christen, Filippo Zana, Warren Barguil, pourquoi pas Eduardo Zambanini. Voilà le genre de coureurs qui vont vouloir être à l'avant aujourd'hui pour aller chercher la victoire d'étape. Par contre, du côté des favoris du maillot rose, encore une fois, ça devrait être une journée tranquille pour Afonso Lalio. Si Jonas Vingegaard n'attaque pas là dans ce passage à 10% sur 2 km, mais probablement que Vingegaard va rester tranquille parce que demain, on a une vraie belle étape de montagne et donc il faudra garder ses forces le plus possible. Au contraire, pour ceux qui n'ont aucune chance de s'imposer demain, c'est aujourd'hui le moment de tout donner pour aller chercher la victoire. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. C'est parti pour cette étape. Encore une fois, au scénario incertain, c'est quand même vraiment cool. C'est vraiment les étapes les plus intéressantes à suivre, celles où on ne sait pas qui va gagner ni comment ça va se dérouler. Et là, ça fait plusieurs étapes consécutives qui sont comme ça sur ce Giro. Les étapes pour pure sprinter ou les étapes pour les leaders du classement général sont en général un petit peu plus classiques, un petit peu plus convenues d'avance. Là, on ne sait pas des coureurs qui attaquent, un cours de la Bardiani, de la Picnic, suivi par des coureurs de la Soudal, de l'IF, de la Polti. Évidemment, on va se batailler pour prendre l'échappée parce qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont gérer ensuite dans le peloton. Il y aurait peut-être la Team Emirates, mais bon, ils ne sont pas nombreux. Et la Lidl Trek de Giulio Ciccone peut-être. Même si là, je vois Matteo Sobrero tenter, par exemple, d'aller dans l'échappée. Il va y avoir de la bataille, mais il faut être courageux aussi pour aller dans l'échappée. Il faut être courageux parce que voilà, on a 170 km tout plat pour commencer. Sous la chaleur en plus, ça y est, là, c'est vraiment l'été qui frappe le peloton. Mais pour l'instant, personne du tout qui n'arrive à prendre ne serait-ce que 10 mètres d'avance sur le peloton. Ça y est, les coureurs de la Team Emirates aussi qui apparaissent un petit peu aux avant-postes. Est-ce que c'est pour gérer ou est-ce que c'est pour être dans l'échappée ? On ne sait pas trop encore. Les attaques qui continuent avec Jonas Ruch pour la Lotto, Dries Van Gestel pour la Quick-Step. Mais ils sont rattrapés par Mikkel Bjerg qui contre aussitôt. Voilà, le coureur de la Team Emirates qui aimerait bien être devant, c'est Mikkel Bjerg. Suivi par 5-6 coureurs, mais le peloton qui est juste derrière, qui poursuit encore. C'est parti pour une grosse bataille pour prendre cette échappée. Allez, un premier groupe qui a pris une dizaine de secondes d'avance, un groupe de 6 coureurs. On retrouve par exemple Andrea Leknesund,
pour l'Uno-X, Larry Vargas pour la Tudor, Vicente Rojas, le Chilien qui court pour la Bardiani. On a aussi, je crois que c'est Rémi Rochas qui est là pour la Groupama FDJ, un coureur de l'IF de la Polti. Ils ont une dizaine de secondes d'avance, mais derrière ça contre avec notamment une attaque de Filippo Ganna. Et Filippo Ganna, Verbania, la ville d'arrivée, c'est sa ville, tout simplement, c'est chez lui. Et donc forcément il est très motivé, mais s'il veut s'imposer, il faut qu'il soit dans l'échappée, il faut qu'il ait un coup d'avance parce que sinon il ne pourra pas suivre dans les passages les plus pentus de la montée finale. Il essaye d'y aller, il est suivi par Matteo Sobrero, par quelques autres coureurs encore. Peloton déjà en file indienne à la poursuite là, de ce mouvement de contre initié par Filippo Ganna avec notamment la Team Emirates qui roule, qui n'ont passé personne devant, pas plus que la Lidl Trek. On a vu Johnny Milan aussi tenter d'y aller, ça n'a pas fonctionné. Et Milan, s'il veut prendre les points au sprint intermédiaire du meilleur sprinter, c'est au bout de 155 km, donc ça fait quand même un gros effort pour aller chercher 12 petits points. En tout cas, comme prévu, ça se bagarre très sérieusement pour tenter de prendre l'échappée. Pour l'instant, on a donc 7 coureurs. Tiens, on a Marc Donovan pour la Pinarello Q36.5 qui a aussi rejoint ce coup. Les 2 coureurs que j'ai pas cités, c'est Michael Valgren pour l'IF Education Easy Post qui est à l'avant, et puis Diego Pablo Sevilla, celui qui est 2e au classement de la montagne, mais qui n'a aucune possibilité vraiment de reprendre ce maillot à Jonas Vingegaard. Voilà, les 7 coureurs à l'avant, une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Allez, l'écart qui grandit un petit peu, le groupe de 7 à l'avant qui travaille très bien, avec Vicente Rojas donc de la Bardiani, Valgren de l'IF. C'est Johan Jacobs en fait qui est là pour la Groupama FDJ, c'est pas Rémi Rochas, c'est le Suisse Johan Jacobs que l'on a souvent vu à l'attaque sur ce Giro. Marc Donovan pour la Pinarello, Diego Pablo Sevilla pour la Polti, Larry Vargas pour la Tudor et Andreas Leknesund pour l'Uno-X. Ces 7 coureurs ont une trentaine de secondes d'avance sur un groupe de poursuivants qui est de 5 coureurs. Alors à un moment, ils avaient un groupe de poursuivants de 30-40 coureurs. Il y en avait un petit peu de partout. Là, la situation est un petit peu calmée. On a seulement ce groupe de 5 en poursuite avec Francesco Bussato de l'Alpecin Première Tech, Jasper Stuyven pour la Soudal Quickstep, Mirko Maestri de la Polti, Michael Bierg de la Team Emirates et Alberto Bettiol pour l'XDI Astana Team. Le peloton, lui, pointé à 1 minute de la tête de la course. Ces 5 coureurs sont donc vraiment pile entre les deux. 30 secondes derrière l'échappée, 30 secondes devant le peloton. Mais bon, personne de la Lidl Trek, personne de l'Ineos. Probablement que ces 2 équipes ne vont pas s'en contenter. Et ils vont soit tenter de partir en contre pour rejoindre l'échappée, soit ils vont commencer à rouler derrière pour éviter que celle-ci ne prenne trop d'avance. L'échappée qui prend forme avec un regroupement entre le groupe de 7, mais qui n'était plus que 6 parce que malheureusement ça allait trop vite pour le Chilien là, Rojas, le coureur de la Bardiani qui forcément n'a pas forcément l'habitude d'une telle course d'un tel niveau. Il a lâché prise, il n'est plus à l'avant. Mais les 6 coureurs donc de tête ont été rejoints par les 5 qui les poursuivaient. Mais il y a encore un autre groupe de 4 coureurs qui a les poursuites et qui pourrait bien aussi revenir avec 2 coureurs de la Groupama FDJ, Axel Huens et Josh Kench, avec Toonarts pour la Lotto, celui qui a fait 2e hier. Ce qui était, c'est quand même incroyable, alors qu'il a 32 ans, le premier podium de sa carrière sur une course en ligne. Et pas seulement au niveau World Tour, mais tout niveau confondu, c'est quand même incroyable. Et puis il y a aussi Marcus Ulgaard pour l'Uno-X qui est là dans ce groupe de contre. Ils sont pointés 30 secondes derrière. Probablement qu'ils vont finir eux aussi par rentrer. On aurait alors une échappée de 15 coureurs. On a Guiche Lemreise pour la Picnic Postenel qui est aussi en contre, mais lui il est tout seul. Ce sera plus compliqué. C'est vrai que la Picnic Postenel, elle n'est pas représentée à l'avant. C'est une des petites équipes qui a raté le coup. Comme la Bardiani du coup, puisqu'il n'y a plus le Chilien Vicente Rojas. Le peloton, lui, est beaucoup plus loin, pointé à 3 minutes 20. Filippo Ganna, il avait une cible dans le dos. Il a essayé à 2, 3, 4 reprises. À chaque fois, on l'a suivi. On ne l'a pas laissé partir. Jonathan Narvaez, lui, il n'a pas vraiment essayé. Parce que lui aussi, il a une grosse cible sur le dos. Il va espérer plutôt que le peloton revienne sur l'échappée avant la dernière ascension. Et puis ensuite, ça sera les feux d'artifice. Mais bon, 15 coureurs. Enfin, pour l'instant, ils sont 11. Ils seront certainement 15. Il n'y aura pas Guiche Lemreise. Ils ne seront pas 16 parce que là, on voit une image de lui. Et clairement, il n'est pas en mode poursuite, il est en mode j'attends le peloton. C'est raté, ils ont raté le bon coup, la Picnic, ils ne seront pas à l'avant. Et dans le peloton, ça c'est intéressant de voir, c'est la NSN Cycling Team qui a décidé de rouler. Ils ont, c'est vrai, personne devant. Derrière eux, il y a immédiatement les coureurs de la Visma, puis ceux de la Decathlon, voilà, des équipes pas représentées, la Ineos aussi, la Jayco Alula. Mais c'est bel et bien la NSN avec Ryan Mullen qui roule. Est-ce qu'ils pensent que Corbin Strong peut passer la dernière difficulté du jour? Probablement. Sinon, il n'y aurait pas trop de raison de rouler pour cette équipe. Voilà, l'échappée définitivement formée. 15 coureurs donc à l'avant, puisque le groupe de 4 vient lui aussi de revenir sur la tête. Et c'est vraiment intéressant pour ces coureurs. En plus, il n'y a pas vraiment de
de gros noms. Allez, on a peut-être Jasper Stuyven, Alberto Bettiol, Michael Valgren, voire Alec Nessoun, un petit peu au-dessus du lot, mais c'est quand même pas non plus des ultra favoris du jour. Donc tout le monde peut-être peut avoir sa chance parce que l'écart qui grandit avec le peloton, 4 minutes 30. Il n'y a que Ryan Mullen pour l'instant qui travaille. 15 coureurs, c'est pas facile à gérer. S'il y a un seul coureur contre 15, évidemment, ça peut pas marcher. Il va falloir qu'il ait du soutien si on veut rattraper cette échappée. Encore une fois, c'est la Groupama FDJ qui a le mieux représenté. Donc avec 3 coureurs, Axel Huins, Johan Jacobs, Josh Kench. On a donc Valgren pour l'IF, Francesco Bussato pour l'Alpecin Première Tech, Toon Arts pour la Lotto, Marc Donovan pour la Pinarello, Jasper Stuyven pour la Soudal Quick-Step. 2 coureurs pour la Polti Visite Malta avec Mirko Maestri et Diego Pablo Sevilla. Rive Arbas pour la Tudor. Mikkel Bjerg qui représente la Team Emirates, mais qui n'est clairement pas le meilleur puncher parmi la Team Emirates. On a enfin 2 coureurs pour l'Uno-X avec Marcus Hulgaard qui devrait travailler pour Andreas Leknesund et puis donc Alberto Bettiol pour l'Exis Astana Team. On est parti depuis une 50aine de kilomètres, il en reste plus de 130 à faire. Rien n'est fait encore, mais cette échappée fournie pourrait avoir vraiment une belle chance d'aller au bout si personne d'autre là dans le peloton ne commence à s'inquiéter et à venir participer à la poursuite. On est à 95 km de l'arrivée, mais on peut déjà le dire, la victoire sera pour un des 15 coureurs à l'avant parce que l'écart avec le peloton ne cesse de grandir. Il vient de passer au-dessus des 9 minutes d'avance pour l'échappée. C'est tout simplement le plus gros écart qu'il n'y a jamais eu cette saison entre des échappées et un peloton, toutes courses confondues, même pas seulement au niveau World Tour. Dans le peloton, Ryan Mullen a vite compris que c'était peine perdue, il a arrêté. C'est simplement la barrette victorieuse qui roule pour quand même ne pas que les échappés prennent trop d'avance. Il y a Josh Kench qui est le seul bien classé au classement général. Il a 20 minutes et 50 secondes de retard sur Afonso Eulalio. Il est quand même 27e au classement général, donc voilà, c'est pas non plus un grand danger. Mais il faut quand même un petit peu rouler. Mais voilà, la victoire pour un des hommes de devant. Alors, la victoire, elle sera pour qui ? Il y a quelques coureurs que j'ai cités qui sortent du lot comme Bettiol, Leknesund, Stuyven ou Valgren. Mais voilà, les Groupama qui sont 3 peuvent tenter quelque chose. Mirko Maestri, pourquoi pas pour la Polti, ça serait magnifique. C'est quand même un bon petit puncher. Toon Arts, 2e hier. Francesco Bussato qui a une belle pointe de vitesse. Mikkel Bjerg, capable évidemment de faire des efforts très longs. Il y a du monde pour peut-être aller chercher la victoire. On va faire focus sur l'un d'entre eux et sur celui, allez, on va dire sur lequel je vais peut-être ma plus grosse pièce, c'est Jasper Stuyven, parce que c'est quand même un ancien vainqueur de monuments, ancien vainqueur de Milan-San Remo. Et c'est vrai que là, le profil de cette course, avec ces 2 petites côtes qui s'enchaînent, puis une descente jusqu'à l'arrivée, c'est typiquement un profil de Milan-San Remo. Il s'était imposé en 2021, c'était il y a quelques années. Il a bien sûr pris un peu d'âge, il a 34 ans désormais. Coureur qui a fait l'essentiel de sa carrière du côté de la Trek. Il est arrivé en 2014 alors que ça s'appelait la Trek Factory Racing, puis la Trek Segafredo, puis la Lidl Trek. Et c'est seulement cette année qu'il en est parti pour rejoindre la Soudal Quick-Step, Jasper Stuyven. Après 12 saisons dans l'équipe américaine, il a donc rejoint son équipe un petit peu nationale, l'équipe belge de la Soudal Quick-Step. 9 victoires en carrière pour Jasper Stuyven. Il a remporté une étape sur la Vuelta en 2015. C'était son premier succès professionnel. La classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2016. Des étapes sur le Tour du Benelux qui s'appelait alors le Big Bank Tour. Une étape en 2017, une étape en 2018. 2 petites classiques belges, là aussi en 2018 avec le Grand Prix de Wallonie et le Grand Prix Jeff Scherens. Le classement général du Tour d'Allemagne en 2019 et puis Let Newsblad, Classic World Tour en 2020 et Milan-San Remo en 2021. Et quand même, cette victoire sur Milan-San Remo, il y a 5 ans, c'est sa dernière victoire. Il n'a plus jamais gagné depuis Jasper Stuyven. Donc imaginez s'il s'imposait aussi sur ce Giro, la joie qu'il ressentirait. C'est quand même étonnant, ce si bon coureur qui n'a plus gagné donc depuis cet incroyable succès. Lui qui a fait 9 fois le Tour de France, 2 fois la Vuelta, 2 fois le Giro. C'est la 3e fois qu'il participe au Giro cette année. On l'a dit, une victoire d'étape sur la Vuelta en 2015. Il a fait 2e sur une étape du Giro en 2017. Et puis aussi, il a fait 2e sur une étape cette année, battu par Davide Ballerini dans ce sprint à Naples où la plupart des sprinteurs étaient tombés dans le dernier virage. Il a aussi fait 2e d'une étape sur le Tour de France. C'était en 2021. Il était dans la bonne échappée, mais Matej Moric s'était isolé dans le final et s'était imposé. Donc voilà, il court après un nouveau succès depuis si longtemps. Lui qui a fait 32 monuments dans sa carrière, 11 fois Paris-Roubaix, 8 fois Milan-San Remo, 12 fois le Tour des Flandres, ainsi qu'une fois le Tour de Lombardie
Il n'a par contre, et c'est assez étonnant, jamais participé à Liège-Bastogne-Liège, alors que c'est un Belge et qu'il a quand même un petit peu le profil pour cette course, mais il n'y a jamais été sélectionné. Et donc voilà, vainqueur sur Milan-San Remo en 2021, mais il a aussi fait 4e de Paris-Roubaix en 2017, 4e du Tour des Flandres en 2021, et puis cette saison, incroyable, il a été top 10 sur les 3 monuments auxquels il a participé, 7e de Milan-San Remo, 6e du Tour des Flandres et 3e de Paris-Roubaix. Il est donc vraiment de retour au top, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un grand coup à jouer. Il devra se méfier bien sûr de ses 14 compères d'échappée. Mais vraiment, attention à lui, Jasper Stuyven. C'est peut-être une des toutes dernières opportunités dans sa carrière de reporter un succès de prestige. Mais il sera bien sûr loin d'être le seul à vouloir la victoire dans ce groupe de 15 coureurs qui désormais a à peu près 80-90 km tout plat, simplement à rouler, à patienter. Et puis ça sera très certainement dans les ascensions de Bieno et d'Ungiaska que ce groupe va exploser. Suspense total pour la victoire d'étape, mais suspense seulement à l'intérieur de cette échappée. Le peloton, lui, va probablement faire une petite journée de repos et simplement rouler tranquille jusqu'à la ligne. This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. 34 km de l'arrivée désormais. Les 15 hommes de tête ont plus de 11 minutes et 8 secondes d'avance sur le peloton. L'écart qui n'a fait que grimper graduellement. On approche du moment décisif évidemment du jour. Pour l'instant, les échappés qui s'entendent toujours bien, qui sont toujours copains, mais ça va très certainement plus tarder. Là, on va arriver au sprint intermédiaire. Des points à prendre pour le classement de Ciclamino. Pas sûr que ça intéresse qui que ce soit. Si ce n'est peut-être les coureurs de la Polti Visit Malta qui vont vouloir se montrer, prendre la petite prime qu'il y a à aller chercher. Voilà, d'ailleurs, c'est eux qui se mettent en tête de ce groupe, juste à 200 mètres de la ligne. Et c'est Diego Pablo Sevilla qui va passer en tête, celui qui est deuxième au classement de la montagne, mais qui a aussi déjà pris des points dans ce classement du maillot de Ciclamino grâce au sprint intermédiaire. Il passe en tête devant Francesco Busato. Encore une dizaine de kilomètres quand même de plat. Hein. Et ça sera la première ascension du jour. Bléno de kilomètre 400, 5,8% de moyenne. Est-ce qu'on aura déjà les premières attaques ici ? Ils sont patients. Hein. Ils sont patients dans l'échappée. Personne qui n'accélère toujours dans l'ascension de Bieno. On va arriver au sommet. Diego Pablo Sevilla, qui logiquement va aller prendre les points en roulant. Mais personne n'a attaqué, personne n'a accéléré. On a quelques coureurs comme Mark Donovan ou Mikkel Bjerg qui commencent à moins passer de relais. Ils sont vraiment en arrière du groupe. Mais voilà, ils sont patients. Et attention quand même pour Diego Pablo Sevilla, il y a Johan Jacobs qui fait un petit effort. Non, quand même, c'est Sevilla qui va passer en tête. Johan Jacobs, il voulait certainement juste se placer là pour faire la descente en tête, mais elle va être très courte la descente, seulement une paire de kilomètres et puis ça sera la montée d'Ungiaska, 4,7 km à 7%, les 2 derniers kilomètres à 9,7% exactement. À un moment, il va falloir que quelqu'un se découvre dans cette échappée parce qu'il ne reste plus que 21 km. Le premier coureur lâché, c'est Johan Jacobs. Voilà, il a fait un dernier relais, un dernier travail. On travaille clairement pour Josh Kench dans cette équipe. Et là, c'est Axel Huens qui mène ce groupe donc de 14 désormais. Il a Josh Kench directement dans sa roue. Suivent Bettiol, Valgren, Leknesund. On va arriver au sprint Red Bull. Et le sprint Red Bull marque en fait le véritable début de l'ascension d'Ungiaska. En passant son relais, c'est Axel Huens. Hein. C'est même pas un relais là qu'il fait. Il mène depuis 3-4 km le peloton. Axel Huens qui passe en tête dans ce sprint Red Bull. C'est parti pour l'ascension. On va voir qui sera le plus fort, mais aussi qui sera le plus malin parmi ce groupe d'échappés pour aller chercher la victoire. L'énorme travail d'Axel Huens, la Groupama FDJ, qui croit, et voilà, il doit se relever là, et c'est parti, l'attaque de Josh Kench. Mais le travail là de Huens, il avait déjà fait des victimes, ça avait lâché pour Mikkel Bjerg, pour Larry Warbasse, pour les deux coureurs de la Polti, Mirko Maestri et Diego Sevilla. Mark Donovan aussi en difficulté, et là, l'attaque de Josh Kench, qui peut suivre, pas Toonarts, pas Jasper Stuyven, pas Busato, c'est Alberto Bettiol, c'est Andreas Leknesund et c'est Michael Valgren. Voilà les 3 coureurs qui peuvent suivre pour l'instant le néo-zélandais de la Groupama FDJ United. À peu près les coureurs que l'on attendait, à l'exception de Jasper Stuyven peut-être qui manque à l'appel. Et Josh Kench qui
ne coupe pas son effort et continue de rouler. 2 km 200 du sommet et ce sont les 2 km qui seront les plus durs. Il va tenter de se débarrasser des 3 coureurs qui le suivent, mais qui sont aussi des très bons grimpeurs. Et attention, le contre là, mené par Andreas Leknesund. Et là, c'est plus compliqué pour quiconque de le suivre. Alberto Bettiol qui tente de s'accrocher, mais qui perd quelques mètres. Josh Kench, Michael Valgren sont encore un tout petit peu plus loin. Ouais, il est bien sorti là, Andreas Leknesund. 1 km 300 du sommet. Le champion en titre de Norvège qui a réussi à se débarrasser des autres. Alors, c'est pas loin, Alberto Bettiol est 20 mètres derrière. Le duo Josh Kench, Michael Valgren, 20 mètres derrière Bettiol. Mais là, pour l'instant, c'est Leknesund qui a le mieux joué le coup. La Groupama, ils ont été un petit peu trop généreux. Ils ont voulu lancer Josh Kench. Il n'est pas facile à dire son prénom à Kench. Josh Kench. Ils ont voulu le lancer sur orbite, mais il y avait des bons coureurs qui ont pu suivre et qui là ont su contrer. Et ça sent très bon désormais pour Leknesund. Il est en train de gagner mètre par mètre sur Bettiol. Il restera encore 13 km après le sommet, mais dont la plupart en descente. S'il ne fait pas d'erreur, s'il ne s'écroule pas, c'est en plus un bon rouleur pour finir sur le plat. Attention quand même, Bettiol il est pas loin. Alors, Bettiol il est vraiment pas loin de Leknesund. C'est pas fait encore. C'est pas encore fait pour le Norvégien. Quel duel incroyable là entre Bettiol et Leknesund. Il y a 20 mètres entre les deux. Leknesund il fait que se retourner, il tire la langue. On sent qu'il est à bout de force. Il donne tout ce qu'il a. Il reste encore 300 mètres d'ascension. Bettiol lui, il est sur son rythme. Il semble un peu plus frais même s'il a 20 mètres de retard sur Leknesund. Ah, il met une petite accélération là juste au sommet. Ouais, il va revenir. Alberto Bettiol qui revient sur Leknesund. Oh, il le contre immédiatement là, dans un virage. Ouh là là, il passe tout près du public. C'est impressionnant ce qu'il vient de faire Alberto Bettiol. Juste au sommet. Et il a dépassé, puis déposé Andreas Leknesund. Ah, magnifique. Le coureur de l'X10 Astana Team. Non mais l'Astana, c'est incroyable cette équipe. D'échappée toujours offensive. Et voilà, il passe au sommet. Et alors d'un seul coup, Bettiol, il est resté tranquillement à 20 mètres. Et là, il a mis finalement 100 mètres à Andreas Leknesund qui n'avait plus rien dans les jambes. Il a pas loin d'avoir explosé. En fait, Leknesund, et d'un seul coup, la situation qui s'est complètement inversée sur les 200 derniers mètres de cette ascension. Et au vu de la différence de forme entre les deux là, on sent que Bettiol est bien parti pour aller chercher la victoire. Josh Kench qui passe en 3e position au sommet juste devant Michael Valgren. Mais ils vont être trop loin. Ils vont être trop loin ces coureurs probablement pour revenir sur l'Italien de l'Astana. 20 secondes d'écart entre les deux hommes. Il y a un écart qui est stable maintenant qu'ils sont dans la descente. Mais voilà, Bettiol, il a fait vraiment l'accélération au bon moment, à la toute fin de l'ascension. Et désormais, il donne tout ce qu'il a dans la descente. Leknesund aussi est un bon descendeur, mais il ne reprend pas de temps. Il reste 6 km. Et s'il n'a aucun problème, il va aller chercher la victoire. Offrir une 3e victoire d'étape sur ce Giro à l'X10 Astana Team. Après Guillermo Thomas Silva et Davide Ballerini. Mais bon, on va attendre quand même ces 6 derniers kilomètres qui, eux, sont sur le plat. Très beau duel entre Bettiol et Leknesund, mais c'est finalement Bettiol qui est en train de le remporter. Plus qu'1 km 500 pour Alberto Bettiol qui va aller s'imposer. L'écart qui est monté à 30 secondes. Alberto Bettiol, il me fait peur. Il a une route relativement large, mais alors il se met vraiment le plus à droite ou le plus à gauche possible. Il frôle les spectateurs qui doivent souvent faire un pas en arrière. Alors que par exemple, on voit Leknesund, là, lui, il est au milieu de la route. Il ne prend pas autant de risques à frôler les murs, les gens, les gouttières, les trottoirs. Alors, Bettiol, il prend vraiment l'extrême côté à chaque fois de la route. Il n'y a plus besoin de prendre autant de risques. La victoire, elle est pour lui, c'est sûr. Alors que derrière, là, on vient de voir le peloton passer au sommet de Lungaska. Il ne s'est rien passé. Personne n'a attaqué, personne n'a accéléré. Peloton pointé à plus de 12 minutes et qui a passé une petite journée de repos, une petite balade aujourd'hui pour tous ces coureurs. Afonso Lalio, qui lui va rester en rose. C'est encore une belle journée pour lui. C'est surtout une belle journée pour l'Astana, encore une fois. J'avais parlé de Jasper Stuyven, ancien vainqueur de Monument, comme potentiel favori du jour. Alberto Bettiol, c'est évidemment lui aussi un ancien vainqueur de Monument. Il avait remporté le Tour des Flandres en 2019. C'était la première victoire de sa carrière. Mais aujourd'hui, c'est sur le Giro qui va s'imposer. Il s'était déjà imposé en 2021. Il avait remporté une étape. Évidemment, une échappée au profil un petit peu similaire à celle d'aujourd'hui, relativement plate, avec juste 2-3 petites ascensions sur la fin. Il avait fini en solitaire avec une vingtaine de secondes sur son premier poursuivant. Ça sera vraiment quasiment pareil aujourd'hui. Les 200 derniers mètres pour Bettiol, l'Italien qui peut saluer la foule. Enfin, ça y est, se relever, profiter. Quelle belle victoire et quel Giro pour l'X10 Astana Team. La victoire d'Alberto Bettiol. Il était tout seul. La joie de son clan à l'italienne. Bafanculo qui est sorti de la part de, je ne sais pas qui c'est, son frère, son père.
Andreas Leknesund qui passe la ligne juste derrière à 25 secondes. Et c'est encore une deuxième place pour Leknesund. Déjà deuxième il y a quelques jours derrière Narvaez. Cette fois-ci, c'est Bettiol qui le bat. Et je disais, oui, Bettiol, il était tout seul. Il n'avait pas d'équipier dans ce groupe, mais il s'en est quand même sorti. Et là, le sprint pour la 3e place à 4. Et c'est Jasper Stuyven qui est revenu sur Valgren, sur Kench, qui vient prendre la 3e place, remporter ce sprint. Lui aussi, il avait fait 2e il y a quelques jours derrière Davide Ballerini. C'est encore une place d'honneur, mais pas de victoire pour ses coureurs ni pour ses équipes. C'est voilà, la loi des séries. Parfois, quand tu as une équipe, on en gagne une, ça donne la soif de vaincre à tous ses équipiers. C'est ce qu'avait là Alberto Bettiol, porté par la foule, porté par l'adrénaline et par son talent. Il vient s'imposer sur cette 13e étape du Giro. Ça va être la 9e victoire dans sa carrière pour l'Italien de 32 ans. Il n'avait plus gagné depuis 2 ans, depuis sa victoire sur les championnats d'Italie, la course en ligne. Mais depuis qu'il avait rejoint l'Astana en août 2024, il n'avait encore jamais gagné. C'est chose faite. Enfin, pour Alberto Bettiol, sa 2e victoire d'étape sur le Giro après celle donc de 2021. Il compte aussi au niveau World Tour une étape sur le Tour Down Under et puis bien sûr donc le Tour des Flandres en 2019. Aujourd'hui, il a parfaitement maîtrisé la dernière ascension. Il est monté à son train. Il ne s'est pas trop soucié des attaques des uns et des autres. Et par contre, là, dans les 300 derniers mètres, il a fait un effort fulgurant qui a laissé Leknesund sur place, qui termine au final avec 26 secondes de retard pour le Norvégien. Encore 2e. À 44 secondes, Jasper Stuyven remporte ce petit sprint devant Michael Valgren, Mark Donovan et Josh Kench. La Groupama FDJ était en surnombre, mais n'a pas forcément très bien joué le coup, avait un petit peu trop foi en les qualités de grimpeur de Kench. Michael Bjerg, Francesco Bussato, Marcus Holgard et Diego Pablo Sevilla complètent le top 10, tous les échappés du jour. Et puis le peloton qui arrive à 13 minutes et 6 secondes derrière. Un peloton qui restait très très tranquille aujourd'hui, même s'il n'était que 30-35 coureurs dans ce peloton à l'arrivée. Ceux qui sont encore moins bons grimpeurs, ils sont allés encore plus mollo. Le Gruppetto termine à 21 minutes et 56 secondes et c'est Simone Gualdi, le coureur de la Lotto, qui ferme la marche aujourd'hui. Aucun changement au classement général dans le top 10. On notera juste Christian Scaroni, qui n'a pas terminé là dans le peloton principal. Il a très certainement fait exprès de perdre un petit peu de temps pour avoir plus de champ libre lors des prochaines échappées. Il est désormais 24e à 11-19. Josh Kench, malgré ses 13 minutes de gagner aujourd'hui, il n'est que 18e à 8-24, encore loin du top 10. Dans les classements annexes, aucun changement. Paul Magnier, Jonas Vingegaard et Afonso Eulalio sont les leaders des classements par points, du classement de la montagne et du classement du meilleur jeune. Mais Afonso Eulalio, surtout, son grand objectif, c'est demain et ça sera peut-être bien la fin de son aventure. 33 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, mais demain, c'est la grosse étape de montagne, 4200 mètres de dénivelé. Et on commence immédiatement en ascension. Premier kilomètre et hop, un col de première catégorie, Saint-Barthélemy, 16 km à 6,2%. Ensuite redescente, nouvelle montée, nouvelle descente, nouveau col de première catégorie, petite descente, col de 2e et puis une longue descente avant la montée finale vers Pila, 16 km 600 à 7% de moyenne. Donc demain, c'est fini l'époque des baroudeurs, des punchers ou des sprinteurs. C'est clairement pour les leaders du classement général. Il est fort à parier que Jonas Vingegaard va vouloir taper du poing sur la table et enfin s'emparer de ce maillot rose. Félix Gall, Tim Arensman, Ben O'Connor, Jay Hindley, Pellizzari, Storer ou Derek G. West vont eux se battre pour les places sur le podium derrière Vingegaard a priori. Ça sera pas loin d'être l'étape reine et peut-être l'étape qui sera décisive sur ce Giro demain pour la 14e étape. Salut à tous, salut à toutes.